Elle est bonne, sa paire. Jeudi soir, 18h, c'est le rendez-vous maintenant. Elle est bonne, sa paire, vous les trinquez. Ah, je veux bien, mais ça fait pas de bruit, mais quand pas même. de bruit, mais c'est quand même Santé. agréable. La Salut. convivialité avant tout. Elle est bonne, sa paire, nouvel épisode. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jeudis soirs, de plus en plus nombreux, de balancer vos commentaires. Ça nous fait bien plaisir. On lit tout, hein, on lit tout. Même quand il y a un peu des haters, on lit. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tous les bienvenus, de toute manière. Le fabuleux est avec nous cette semaine. Thomas Giorgetti, Bonsoir, fondateur de la bonsoir. maison Bleu de Paname. La chouette Mylène nous accompagne aussi. Enfin, Paris, combien on aura de chouettes dans cette émission? Semaine dernière, le compteur s'est arrêté à 5-6 de mémoire. Oui, 6-7, même peut-être un petit peu plus. Ouais. Émission spéciale aujourd'hui, c'est un dossier qu'on ouvre, dossier skate et sneakers. Voilà, on va parler de l'histoire du soulier de skate. On est parti. Le dossier chaud. Et évidemment, comme d'habitude, on remercie La Place qui nous accueille tous les jeudis soirs ici à 18h. Merci la place. Merci La Place. Et on va accueillir un invité, parce qu'on a un invité pour parler souliers de skate avec nous. Je vous propose de le laisser rentrer, il s'appelle Eric Aubray. Et il est avec nous. Ouais, les applaudissements, on peut y aller. Voilà. Oh là là, il y a du monde aujourd'hui qui applaudit là en coulisses. Salut Eric, bienvenue. Bonjour. Assieds-toi, installe-toi, fais comme chez toi. Tu nous as ramené un beau bouquin, ça c'est cool. On va pouvoir en parler. Bienvenue Eric. Ben merci, je suis enchanté. Bah, d'être là. écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je dis c'est un plaisir parce que tu as un parcours super intéressant. Et alors on va essayer de résumer. Résumer c'est trop compliqué parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie jusqu'ici. Ouais. Quand on parle juste de skate, de mode, de souliers de skate comme on dit ici, déjà rien que ça, il y a plein de choses à dire. On va repartir du début. Le début c'est la passion pour le skate. C'est de là que tout part, hein, j'imagine. Effectivement, ouais, c'est la planche à roulettes adolescent. Ouais, ça va, mes parents ils disaient la planche à roulettes. La grande mode en France et ce truc qui t'a piqué et tu deviens complètement accro, quoi. Tu ne penses qu'à ça, tu es un skateur. Et comment on devient de passionné de skate à pro du skate dans le sens où on travaille là-dedans? Un peu par hasard, un peu par affiliation. Tous tes copains sont des skateurs. Tu travailles dans un skate shop et donc tout cet univers se mélange et tu as de la chance de faire des rencontres qui font que tu continues dans cette direction et tu en fais un métier. On va parler du tout début justement, tu parles d'un skate shop en particulier. Je parle de plusieurs skate shops en particulier. J'ai d'abord travaillé dans un ancien skate shop qui s'appelait Chattanooga à Paris, qui est un des premiers skate shops parisiens. Et par la suite, Street Machine, dont je suis devenu le cofondateur. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers du skate, Street Machine c'est une boutique de légende un peu. C'est devenu une boutique de légende. Il y a une belle histoire derrière qui a été ouverte par un Danois qui, pour la vraie histoire, je vais vous donner la vraie histoire, voulait ouvrir une boutique de roller. Okay. De roller skate à Paris et spécifiquement de quad, qui était très populaire au Danemark. Et c'est en arrivant à Paris qu'il a rencontré les skateurs au Trocadéro qui lui ont complètement fait changer d'avis. Ils lui ont dit « mais t'es nul, le roller c'est pourri, faut faire du skate ». Et donc il a ouvert la boutique de skate parisienne. Et à l'époque, moi j'habitais aux États-Unis, à San Francisco. Et c'est lors de mon retour que j'ai intégré le skate shop où tous mes copains travaillaient, quoi. Ok. Quand tu dis t'habitais aux États-Unis, t'es parti pour le skate ou t'es parti pour d'autres raisons? Je suis parti suite à un chagrin d'amour. J'habitais en Suède à l'époque et puis j'ai eu besoin de partir loin. Et j'ai toujours bien sûr regardé outre-Atlantique en tant que skateur. Le skate c'est la Californie. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un ami à San Francisco qui était pilote d'avion. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais au States, je peux apprendre à piloter, faire du skate, oublier ma copine. Et donc je suis parti à San Francisco. Ça a fonctionné? Tu as réussi à l'oublier? J'ai réussi à l'oublier. C'était des années légendaires pour moi, des années formatrices au niveau du skate, parce que je me suis plongé dans une scène incroyablement hardcore. Et, Connecté avec les Américains à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment la première, cette première époque, c'était en 88, 9, 7. Ouais. C'est là où il fallait être quand tu 88. étais passionné de skate, non, j'imagine? Ah bah oui, c'était l'épicentre du skateboard Ouais. à ce moment-là. Ouais.
Alors tu parles de l'époque Street Machine. En parallèle de tout ça, je crois que tu designais déjà des modèles. Non, pas à cette époque. J'étais féru de sneakers parce qu'en tant que skater, ta connexion à la planche, c'est la chaussure. C'est un peu plus tard, c'est au début des... C'est fin 80, au début des années 90, où j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'à l'époque, à Street Machine, on pouvait dessiner nos propres Vans pour vendre au magasin. Et donc, je faisais mes propres couleurs. Ouais, donc c'était quand même l'époque Street Machine. Oui, c'était encore 89. Street Machine. Ah ouais, Donc, il y avait une sorte d'extension artistique où tu dis, ah, bah, tiens, je pourrais la faire en marron, je pourrais la faire en bordeaux, je pourrais faire des associations de couleurs qui n'étaient pas proposées. Et donc, c'est là que ça commence un peu à réfléchir dans ta tête, à dire, tiens... Et Eric était aussi acheteur. Donc Oui. du coup, tu avais l'achat des produits de toutes les marques et tu voyais les points forts et les points faibles de chacun en vestibilité, en technicité et en désirabilité conso à la fin. Absolument, oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment sur le tas, quoi. C'est du pur Et autodidacte. tout ça, du coup, j'imagine, ça t'a permis de rencontrer du monde. Alors ça, c'est un petit peu après. Tous les contacts, parce qu'en fait, on allait acheter aux US. On allait faire les salons. On allait dans des vieux magasins de chaussures chercher du dead stock. On essayait de ramener des marques pas connues ou méconnues en France pour justement pour se différencier et puis parce qu'on était des passionnés et qu'on voulait faire un truc un petit peu spécial. Et c'est seulement lorsque j'ai redéménagé aux US en 95 où que là, l'esprit design s'est vraiment mis en place parce que j'étais entouré de gens qui faisaient déjà du design et qui contribuaient déjà avec des marques comme Etnies, etc. Et c'est à travers leur connaissance que moi j'ai appris. Et justement, tu as été amené à bosser pour Etnies par la Et j'ai suite. été ensuite amené à bosser pour Etnies par le biais de, pour la petite histoire, Tobia, le propriétaire, donc le fondateur de Street Machine. Les chaussures étaient très chères en France et il avait eu envie de peut-être développer sa propre marque, chaussures de skate européennes. Et là, on était en 94-95. Et donc on s'est dit pourquoi pas, on avait des contacts dans l'industrie qui pouvaient les fabriquer. Et donc on a réfléchi autour de comment faire ça. Ça ne s'est jamais concrétisé, mais ça nous a donné le kick pour se mettre à table, dessiner des modèles, réfléchir à ça. Et moi je me suis complètement éclaté dans ce process, à apprendre avec l'aide bien sûr de designers déjà établis, à comment imaginer une chaussure, comment la transcrire. Et à travers ça, je me suis retrouvé avec des petits dessins que j'ai proposés et qui m'ont mis un pied à l'étrier et qui m'ont fait engager chez Soltec à l'époque. Ouais. Qui possède Etnies. Qui faisait Etnies, D'autres. Ouais. S, America et d'autres marques. Ouais. Donc quand je dis que tu as fait beaucoup de choses, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisqu'après tu as bossé pour DC. Après j'ai bossé pour DC, ouais. Ton job là-bas, c'était quoi? C'était responsable de la partie skate shoes? En fait, au départ, Damon Way, le cofondateur de DC, m'avait fait venir pour travailler avec lui sur toutes les collabs. À savoir que DC est un des précurseurs dans les collaborations chaussures. Suprême, une des premières. Moi, je suis arrivé un petit peu après, mais pour l'aider à épauler sur le Special Project. Et donc, je me suis occupé du Special Project. Et puis, ensuite, ils m'ont dit « Ah, mais attends, tu pourrais t'occuper du skate aussi ». Ils m'ont filé le skate. C'est un vrai step là dans ta carrière quand tu arrives là-bas, non? Ouais, quand même. C'était surtout de me reconcentrer sur une seule marque. Parce qu'à Soltec, je travaillais sur Etnies, sur le côté plus fashion d'Etnies qui s'appelait Etnies Plus. Je bossais sur S beaucoup, je bossais sur America. Donc tu changeais de casquette régulièrement, tu bossais avec les pros, tu étais un petit peu tiraillé dans tous les sens. Ça a duré combien de temps cette aventure? 6 ans jusqu'à ce que DC, qui faisait partie de Quicksilver, et Quicksilver qui allait relativement mal à l'époque. 2008-2009, non? Première crise Lehman, là. Ouais, il y a eu des grosses vagues de licenciements dont j'ai fait partie. Et voilà. Ok. Et du coup, là, justement, après tout ça, tu te retrouves à faire quoi? Tu reviens en France Non. Après d'ici, j'ai pris une année sabbatique parce qu'en fait, j'en ai eu les moyens. Ils m'ont fait sortir d'une manière plutôt honorable.
J'ai pas fait grand-chose, j'ai beaucoup surfé, je me suis reposé. Pas mal, hein, comme... C'était pas mal, c'était pas mal. J'ai été rejoindre les gars de Creative Recreation, une autre marque de sneakers qui à l'époque était très très populaire et ils cherchaient à se faire revendre, à se faire racheter plutôt. Donc je les ai rejoints à Los Angeles pour les aider à réorganiser, restructurer leurs propositions et de chaussures et de merchandising. Pour vendre plus facilement derrière. Voilà, donc ça s'est fait. Et puis suite à Creative Reg, Damon est revenu me chercher en me disant viens travailler avec moi pour Incase. Incase Design, dont il était aussi un des fondateurs, qui était une marque de bagagerie, d'accessoires, un petit peu dont l'écosystème était autour du produit Apple, avec aussi plein de collabs. Plein de collabs chez Incase, très belles collabs avec du Cause, du Undefeated, du John Mayer. Ouais. Bon, T'es revenu sur la chaussure après parce que tu as créé une marque. Ah, Là, on n'est plus du tout dans Non. la chaussure de skate. Non, mais non. C'est intéressant de le... En fait, c'est un projet que j'avais développé quand j'étais chez Etnies. J'avais créé une sorte de babouche de luxe. C'est ce que j'allais dire. Ça s'appelle Master of Ça s'appelle Casual. Masters of Casual et je l'avais toujours gardé, c'est jamais sorti parce que c'était un truc complètement anachronique qui correspondait à personne, qui me faisait juste kiffer moi. Et au cours des années, j'avais gardé des échantillons et chaque fois que je les portais, les gens me disaient putain c'est quoi, putain c'est mortel, je les trouve cool. Et donc arrivé en France, j'ai dit bah tu sais quoi, je vais le faire mais je vais vraiment le faire correctement. Et donc j'ai monté, j'ai redesigné le produit, j'ai trouvé une usine au Portugal, j'ai refait du positionnement, un shooting, et puis allez, on fait du trade show, on fait du salon, on essaye de vendre de la slipper, de la babouche de luxe. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, c'était intéressant, ça s'est donné que ça a plu. Ça a plu, je me suis retrouvé dans des très belles boutiques, j'étais chez Merci. J'ai fait un coloris pour la réouverture de l'hôtel de Crillon. J'étais vendu à l'hôtel Eden Rock en France, à Antibes et à Saint-Barth. J'étais dans de très belles boutiques aux États-Unis. C'est un produit assez niche, mais qui a plu. Les gens qui l'ont acheté, ça a plu, mais c'était resté trop confidentiel et ça n'a pas vraiment décollé de la manière dont je l'espérais pour pouvoir continuer de faire ça à 100% et que ça, pour payer le loyer, enfin bon. Aujourd'hui, ton actualité, c'est quoi du coup? Je viens de rejoindre une copine qui a un showroom qui s'appelle The Closet, showroom de Closet qui représente pas mal de marques et je m'occupe de son pôle héritage, pôle chaussures héritage, avec Danner Boots et Spirit Upsider. C'est un plaisir de t'avoir. En tout cas, maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a fait les présentations, j'aimerais qu'on se plonge rapidement dans l'histoire de la chaussure de skate et tout simplement, on va repartir du début. Quand est-ce qu'elle arrive? Quelles sont les caractéristiques d'une chaussure de skate? Tu veux, Thomas, prendre la parole? La chaussure de bateau, hein, la deck shoe, c'est-à-dire que c'est une planche, très basiquement, dans un premier temps, le divertissement du skate, il arrive à partir des années 60, notamment aux États-Unis, sur tout ce qui est côte ouest. C'est là où ça s'est quand même avec le surf et en déclinaison, c'est quand même là où tout a été, les fondamentaux se sont faits. Après ça voyagera, mais c'est vrai que la base, les pyramides sont là-bas et qu'en gros à partir des années 65, tu as Randy 720 qui est une marque de chaussures de sport qui fait la première pub dédiée au monde du skate et qui va faire une pub en disant cette chaussure est dédiée à la pratique du skateboard. Elle est même validée par la National Skateboard Association, voilà, avec un petit logo comme un label rouge pour dire voilà c'est validé. On est en 65 et c'est légèrement avant Van Doren, donc c'est légèrement avant Vans. Ah, ça se joue à 2-3 années près, hein. On est dans une mood, peut-être que Van Doren n'avait pas les mêmes moyens que Randy 720 à ce moment-là, donc ils le faisaient dans leur garage pendant que les autres commençaient déjà à communiquer par voie de presse ou par voie de médias. Donc c'est les fondamentaux, c'est quand même assez blanc comme culture dans un premier temps. C'est un divertissement, c'est pas forcément pris au sérieux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de paires qui sont appropriément designées pour le skate. On détourne des chaussures de bateau qu'on vient mettre sur une planche de skateboard avec un grip. Et puis ensuite les années 60 font leur bout de chemin, les années 70 marquent vraiment l'avènement et l'explosion de Vans et d'autres marques, mais c'est quand même Vans qui va quand même prendre le lead sur la culture skate, avec la customisation, ce que tu faisais avec Street Machine dès 89 rue Bailleul, eux le faisaient aussi dans les garages sur Venice dès les années 70. Tu allais rider ou tu allais surfer, tu donnais tes codes couleurs ou tes toiles et 4 ou 5 heures plus tard, tu revenais, tu repartais avec ta paire customisée. Exactement. Avec ton blast dessus, ce qui est quand même assez charmé en soi. Ah ouais.
Ensuite, les années 80. L'ère des années 80, c'est là où... C'est quoi justement à cette période les modèles mythiques, les marques qui cartonnent? Ce que porte par exemple Eric aujourd'hui, il y a la Jordan 1 en Royal Blue, mais c'est vrai que c'est des paires qui ont été tout de suite adoptées. Ça, c'est des paires qui ont été détournées, qui ont été récupérées. Ça arrive quand la languette épaisse, comme on peut la voir là? À 90. Ça arrive tard. Fin 80, début 90. Ouais. 87, 88. C'est arrivé une fois que les high tops sont devenus des mid top et des low top. Ouais, juste après ça, ce que t'as au pied. Donc fin 80, début 90, tu as commencé à avoir des languettes un petit peu plus puffy, des chaussures tout en suede. On en parlait, là tu portes une paire de Jordan 1. Ça c'est des paires qui sont... c'est une paire qui est prévue pour le basket à la base. Et les skateurs se sont réappropriés tout un tas de paires comme ça. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont un peu tourné le dos aux chaussures qui étaient prévues pour eux? Est-ce que c'était quoi, une forme de rébellion? Ou alors c'est juste que le modèle était cool et... Tout simplement, c'est que le skate a évolué. Et toutes les chaussures en fait sont liées à l'évolution technique du skateboard. Les Vans, les low top sont devenus des high top avec la pratique en piscine, en skatepark. Avec l'avènement du street, les jump ramps et ces figures que tu faisais dans la rue, tu avais besoin de choses qui te protégeaient le pied beaucoup plus et qui n'existaient pas dans les propositions de marques de skate. Les Jordan sont devenus super populaires pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles n'étaient pas chères du tout, parce que tu en trouvais partout, et que c'était la chaussure presque parfaite pour le skate. Le cuir était souple, la semelle adhérée et tes chevilles étaient vraiment protégées. Et donc autour des 85, 86, très peu de temps après la sortie des Jordan, c'est devenu la chaussure de prédilection du skater avec les weapons de chez Converse et d'autres high top d'autres marques. Ça veut dire qu'à l'époque, les marques qui faisaient des chaussures de skate, elles étaient à la traîne, elles n'étaient pas assez focus sur ce qui se passait chez les skateurs? C'est qu'à l'époque, tu avais Vans et c'est tout. Et qu'en fait, oui, ils n'ont pas... Alors qu'ils étaient vraiment concentrés, ils supportaient le business, ils étaient vraiment pro-skate, cette évolution technique n'a pas vraiment... C'est pas traduit dans une évolution technique de leurs produits. Et que cette véritable protection dont on avait besoin sur les pieds, tu l'as trouvée ailleurs. 85-86, je pense que la Jordan 1, effectivement, elle marque cette révolution. Déjà, il y a le détournement, il y a tout. La chaussure n'est pas forcément... Alors, elle est belle ou elle est horrible, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais à l'époque, il faut savoir que ce que tu portes, ou même la rouge et blanche, en Chicago, il faut quand même se dire que ça devait être un criard à mort, là où on est sur des gammes de chaussures très unies. Donc déjà, dans le côté skate et dans l'esthétique skate, ou dans la philosophie, déjà, on aime bien. De base, c'est pas cher et en plus ça devait appartenir à c'est high top, c'est basketball performance, on détourne, donc nous aussi on va créer notre écriture. Et c'est quoi la réaction à ça justement? Les marques voient que les skateurs se détournent de leur modèle, portent des Jordan. Comment on réagit? Avec quel modèle? À ce moment-là, la réaction elle est immédiate. Il y a 3 marques qui pour moi vont tirer leur épingle du jeu. Arrête-moi si je me trompe. Tu as Ethnix qui deviendra Ethnies. Ensuite, tu as Airwalk. Tout à fait. Et Vision. Tout à fait. Voilà, pour moi, c'est les 3 qui arrivent à mettre les fondamentaux de ce qu'on est encore en train de vivre dans le skate à l'heure actuelle. Je pense aux gammes prototypes, 740, 720 par exemple, qui sont géniales. Les disasters, mais les boîtes, tout, les packaging, c'est complètement foufou quoi. Techniquement, il y a une véritable révolution dans la chaussure de skate avec tout ce qui est molding, tout ce qui est pièces de plastique. C'était un peu des chaussures de l'espace. Exactement, parce qu'en face de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la sneaker war, vraiment la période 87 jusqu'à 94, où là, il y a tous les équipementiers vraiment de sport d'équipe. Je pense à Nike, Adidas, Reebok et ainsi de suite, qui eux sont dans le pump, dans le ZX, dans la bulle, dans le disque, voilà. Donc ils sont dans la guerre offensive de système, mais en même temps dans le skate, ils sont moins agressifs parce qu'ils sont plus pisses, mais aussi ils sont dans leur on existe et les marques rivalisent de talent et rivalisent de créativité. Ouais, de design, absolument. C'est complètement dingue. Les mecs sont libres, ils n'ont aucune barrière, ils vont
des formes complètement folles, avec des rapports de matière un peu outdoor aussi sur du skate, mélange de surfwear avec le street. Ouais. Tout explose, Tussy explose. Enfin voilà, il y a plein de choses qui explosent en parallèle. Juste avant de poursuivre, on n'a pas trop parlé des Français. Qu'est-ce qu'ils ont apporté les Français ? Toi, tu es bien placé pour savoir du coup. C'est intéressant parce qu'en fait, là, on repart en arrière. On est milieu des années 80, donc 86, 87, suite donc au Jordan, à Airwalk. Il y a des marques européennes qui commencent à se développer, ou alors en tout cas, il y a un focus sur la chaussure en Europe. Et un gros faiseur de chaussures, les frères Roturo, qui sont basés à Cholet, qui influencés par un skateur local, ont envie de créer une marque qui rassemble un petit peu toutes ces tribus des sports de glisse. Et ils s'inventent une nouvelle marque qui s'appelle Ethnix à l'époque, donc un produit réservé aux surfeurs, aux snowboarders, aux skateurs. Ethnix qui devient Ethnies suite à un problème légal de nom parce que c'était trop proche de Etonic, une autre marque US. Et à savoir que leur proposition de produit était incroyablement forte et en avance sur le temps. Ils ont utilisé des graphistes qui aujourd'hui, la personne qui a fait le logo d'Ethnies, c'est Kiki Picasso, qui faisait partie d'un groupe un peu révolutionnaire de graphistes fin des années 70, s'appelait Bazooka, un groupe français. Donc il y a ces mélanges déjà de force graphique et de design de chaussures, inspiré d'une Converse, inspiré de Vans, inspiré même d'Airwalk. Et eux ont la présence d'esprit de regarder aux États-Unis qui pourrait représenter leur marque française. Et c'est comme ça que Natas Copas est devenu le premier professionnel skater à endorser un modèle de chaussure, quoi. Donc leur claim... Personne n'avait eu l'idée avant. En fait, si, d'autres gens ont eu l'idée. Il se trouve que Vans, si les choses s'étaient passées dans la chronologie et que Steve Caballero avait accepté son pro modèle, il aurait été le premier. Parce que c'était déjà en cours. Sauf que lui, à l'époque, n'était pas d'accord avec le contrat et n'en voyait pas trop l'intérêt. D'autres skateurs avaient été proposés des pro-modèles et pareil, à l'époque c'était tellement rebelle, tellement non, tellement pourquoi. Tony Hawk, Klaus Grabke, un Allemand, et aucun l'a fait, donc il s'est trouvé que Natas a accepté. Et elle est toujours d'actualité, je vous invite à regarder, de taper Natas Copas Ethnies sur Google et vous verrez, le pro modèle est encore d'actualité. C'est vrai, ouais. C'est une base un peu esprit Jordan 1, code couleur, la typo est géniale, le graphisme est top. Il y a deux versions, il y a même deux modèles, il y en a une avec justement un renfort très similaire à des Airwalk. Tout à fait, avec des Reebok ou les Reebok. Du molding, ouais. Du molding à l'arrière qui est quand même très très belle, en base blanche, je l'ai en tête. Et ensuite, toutes les autres bases tout le packaging de la boîte était top. Ah ouais, non, c'était fort et assez en avance sur le marché. Et puis, ils se sont développés. Et puis, Pierre-André Sénizergue, le fondateur de Soul Technologies, qui est un ancien champion du monde de freestyle, lui a emmené la marque aux États-Unis pour la développer aux US. Et au bout de quelques années, a vraiment réussi à l'implanter, à l'installer. Et Ethnies s'est développé et ensuite il a développé d'autres marques sous ce même parasol et c'était devenu une énorme entreprise qui valait des millions de dollars et qui a surtout assez révolutionné aussi le design de la chaussure avec des pro-modèles légendaires. Comment ça se fait que Nike met tant de temps à réagir alors qu'ils ont peut-être observé que... Ils sont là avant. Ils sont là avant, Ils sont là avant. Ah ouais, ils n'y arrivent pas. Ils ont fait des... 96, première Nike Skate. Ils ont fait des entrées ratées dans le monde du skate. Avec snow aussi. Avec du snow aussi, ouais, avec des modèles. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque ça n'a pas marché? Parce qu'ils ont approché le skate d'un point de vue assez marketing et pas véritablement en se plongeant dans quel était le besoin du skateur à ce moment-là. Bon, ensuite, l'époque est un petit peu différente, mais en fait, c'était une énorme marque de sport qui essaye de rentrer dans le monde du skateboard pour ajouter
une plume à leur... C'est un peu de l'opportunisme finalement. C'est exactement ça. Et au-delà même de cet opportunisme, il y a le côté patriarcal que Nike avait d'arriver et dire ouais c'est un sport de kids. Donc en gros des chaussures qui sont très kids et on a l'impression qu'ils n'avaient pas compris que c'était un sport qui avait déjà une maturité de 20, 25 ans ou 30 ans ou 3 décennies déjà depuis les années 60. Ils sont arrivés en 96 avec des pubs et une expression qui s'adressait vraiment aux petits frères. Alors que les mecs avaient déjà 20, 30, 40 balais et personne ne se reconnaissait dans l'écriture Nike, même stylistiquement parlant. Ils avaient du retard sur la partie techno, alors que c'était quand même une marque qui était vachement en avance sur leur point de vue technique. Et là, d'un coup, dans le skate, ils arrivaient avec des silhouettes qui n'étaient pas du tout adaptées au marché de l'époque. Et pourquoi aller prendre Nike alors que les marques de l'époque le faisaient excessivement bien? Parce qu'il faut savoir que les années 90, c'est vraiment là où il y a la skate war. C'est là où vraiment l'industrie, c'est l'industrie qui se dévoile, elle se professionnalise. Soltec devient un des plus gros pôles de développement dans l'industrie du skate. Ça devient le Nike, c'est le Nike de l'industrie du skate. DC devient le côté nonchalant de l'industrie avec un côté rebelle, très hip-hop, très street. Ils oublient complètement la partie Los Angeles. Eux, c'est la ville, c'est les 4x4, c'est les basses. C'est les baggy, c'est on skate en Air Max en même temps, qu'on va aller porter des DC, enfin voilà, c'est New York en fait. Et Nike se dit, bah moi je suis déjà là, je suis déjà en ville. Bon attendez les petits gars, attendez, je vais vous canaliser, venez au Nike Town, venez découvrir les gammes snowboard. Il y a des campagnes bashing anti-Nike dans tout le milieu du skate. Jusqu'à début 2000, je connais personne dans mes proches qui était capable, tout le monde était capable de mettre un coup de marqueur sur un swoosh, de le retirer. Nike était banni. Comment ils se sont pris justement pour inverser la tendance? Ils ont été malins, ils ont été patients et malins, c'est-à-dire qu'ils ont attendu début 2000 et ils ont pris un des bras droits de Mark Parker qui s'appelle Sandy Bodecker, qui malheureusement est décédé d'un cancer il y a une petite dizaine d'années malheureusement et maintenant parce que ça va vite. Et en fait Sandy Bodecker il arrivait du foot où dans les années 80 le football était déjà un sport un peu challenging parce qu'il était un peu plus beauf que dans les années 2000 et 2010 comme on peut le vivre à l'heure actuelle. Et en fait il a fait consommer des maillots de foot en mode lifestyle. C'est lui qui a réussi avec le foot européen et toutes les licences Juventus et tout ça à faire consommer des maillots de foot à des nanas, à des mecs comme moi qui au final n'aiment pas le foot et se dire bah au final c'est cool. Mark Parker voit ça et se dit putain, on galère sur Nike, il nous faut un mec qui est produit. Il faut un mec qui sente le consommateur et qui a en même temps un peu de bagou, parce que lui on avait du Sandy Bodecker, il avait déjà du bagou. Il jouait de la musique, il avait un groupe, mec de Portland, fan d'art, fan de design. Donc le mec a une culture 360. Donc du coup ils mettent Sandy. Sandy il arrive, il dit ok, tout ce qu'a dit Eric, c'est exactement ce que Sandy Bodecker a dit quand il a dû arriver en face de Mark Parker. Il a dit on s'y prend mal. Avant d'aller chercher les marques comme Supreme et tout ça qui viendront en 2002, il va chercher Supa, Gino, Reese et Muller, je crois. Et en gros, c'est 4 mecs, 4 pros qui vont aller chercher aux 4 coins des US et ils vont faire le premier pack de 4 chaussures en référence à leur ville, avec leur code couleur et leur délire à eux. Et là, Nike se retire complètement et en mars 2002, ils lancent ce pack-là, ils disent voilà, Nike SB existe. Et en plus de ça, on a été coup de maître, parce que personne ne le savait dans l'industrie. Et d'un coup, ils dévoilent leur team. Et à l'époque, ce team-là, il est très très fort. Il est Gino, il est looké, je crois qu'en plus il est d'ici aussi, Gino, je crois. Non, avant non. Il était chez Action. Action. Voilà, ils vont casser des contrats à droite et à gauche pour récupérer une Dream Team. Surtout, exactement. Nike est assez malin dès début 2000 pour pouvoir éradiquer leurs concurrents. Ils ont une marque locale qui s'appelle Savier ou Savier, qui est originaire de Portland et qui a tout compris. Qui font les collabs avec des marques comme Habitat, ils font des collabs avec des marques de lifestyle, ils font des collabs avec des grandes marques, des anciens du skate, des nouveaux. Et en gros, Nike fait « Wow, punaise, mais en fait, Savier, ils ont tout compris, rachète-moi Savier ». Nike rachète Savier, ils absorbent tout le team et ils ressortiront Janowski 2-3 ans après parce que ça leur permet de récupérer Stéphane Janowski à ce moment-là. Et tout ça se passe entre 2001 et 2004. Après arrivera Supreme. Les Dunk avec l'Elephant Print comme je porte aujourd'hui, ça c'est 2002 je crois aussi, peut-être hiver 2002, juste après le pack. Après le pack, les premières Suprêmes. Première Suprême, donc ça c'est pour dire on est dans l'air du temps, on va chercher la marque la plus irrévérente du marché, dont DC avait déjà collaboré quelques années auparavant. Tout à fait. Que Nike ont eu l'intelligence non seulement d'aller chercher des skateurs influentiels, ils ont eu l'intelligence de se faire accompagner par Kevin Imamura, qui était quelqu'un qui venait du skateboard, et qui en fait s'occupait du marketing et du team. Et l'autre intelligence est qu'ils ont choisi des skate shops
dans chaque ville influentielle, Ouais. core, Dans la distrib, oui. dans la Effectivement, distribution. ça, c'est Et important. que la distribution de leurs produits SB s'est fait très organiquement, mais très pointu. Et je le sais parce que moi, Street Machine à San Diego a été le 3e shop qui a été choisi pour représenter SB. Ils ont accordé des licences à des petits shops. Et voilà, ils ont dit, OK, vous représentez quelque chose dans votre ville, on va travailler avec vous. Ambassadeur, crédibilité, scène locale, prise de parole locale. Go. Du Intelligence. coup, les autres Les autres sont Compliqué. arrivés un petit peu derrière. Converse Ouais. s'est implanté, a fait des modèles avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins comment dirais-je, d'investissement. Le développement, ouais, ouais. Plus Dans Adidas, à la limite. Adidas. Ouais. Converse a eu une petite période. Oui, oui, Euh, oui. Cons, effectivement, ouais. mais qui n'a pas été aussi forte et aussi marquante que Nike. D'autant plus qu'en fait, je crois que le modèle qu'ils avaient choisi, ils avaient choisi le bon modèle avec la Dunk. Et que tout ce qui a été fait après, on le voit, on en revient toujours 20 ans plus tard. À ces silhouettes-là. On est toujours là, quoi. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour de l'influence skate là, dans le sneaker game? On l'a vu l'année dernière avec beaucoup d'SB, Travis Scott. Ouais. Moi, je dirais clairement. Clairement, même dans les designs, on y vient de plus en plus. Même Virgil Abloh sur la Dunk Rubber, en finale, on est clairement sur une... C'est la Pegasus 6600 qui est en base. Mais en fait, l'association de la Dunk plus cette Pegasus donne terriblement un aspect de chaussures des années 90 en termes de skate, que ce soit des DC ou justement Osiris ou même d'autres marques ou des Ethnies. On est sur ces renforts très tech, des caches, quoi, de la pure protection. Et je pense que c'est un design qui est en train de revenir et qui se réinstalle de manière contemporaine. Tu le ressens comme ça, Eric? C'est intéressant justement ce rapport entre la mode et le skateboard quoi, qui a évolué, qui était un peu en dents de scie, mais qui n'a jamais disparu. Jamais. Et je crois qu'ils viennent chercher dans le skateboard une sorte d'énergie, un côté jeune, un côté un petit peu rafraîchissant et des codes qui rajeunissent un petit peu soit la mode, soit le business de la chaussure. Donc c'est pour ça qu'ils gardent toujours un petit œil sur le skateboard pour voir ce que... Et les skateurs dans tout ça? Comment ils vivent Ils vivent bien. cette Là, hype là en ce moment? Bah non, regarde Lucien Clark, Lucien Clark, il vit bien. je parle pas forcément des skateurs pros, je parle plus de la communauté Bon, elle vit bien, je pense. skate. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Nike, Adidas, Converse sont des marques de skate authentiques pour les générations de skateurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où une marque de skate, il fallait qu'elle vienne d'un skateur. Aujourd'hui, ce discours n'est plus d'actualité. C'est vraiment rentré dans la culture et ça fait partie de leur environnement de skate. Et les skateurs aujourd'hui iront s'acheter une paire de Vans comme ils iront s'acheter une paire de Nike. Et ce rapport à la mode est très... Et dans la communauté skate, on est OK avec le fait qu'il y a la hype qui vienne et qui repartent. Et quand il y a la hype là, comme en ce moment sur les SB... Le vrai mec, il s'en fout. Ouais. Le vrai mec, il s'en fout. Tant qu'il peut rider, tant qu'il a sa board et qu'il a ses roulements, qui ne sont pas grippés, que ses roues, elles roulent toujours et qu'il peut aller rider, c'est l'essentiel. Le jour où on lui a interdit d'aller rider parce qu'il n'a pas la Dunk SB, là, par contre, il ne sera pas content. Mais l'essentiel du truc, c'est que le mec, il s'en fout. Il dit qu'il va considérer que c'est newbie pour des mecs qui vont aller acheter des SB qui, en plus, ne les mettent pas pour rider. Ils ne vont pas comprendre. Limite, ça va créer deux écoles. Ouais. Mais c'est tant mieux, parce qu'il y a ce fantasme du sneakerhead qui voit le skater défoncer une paire que le skater aurait pu revendre 1500 ou 2000 euros. Le skater, il s'en fout. Et au contraire, si elle coûte 2000 balles et qu'elle est trashée, c'est encore mieux. C'est encore beaucoup mieux, quoi. Bon, après, il aimerait bien qu'on lui donne un peu la monnaie de sa pièce, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que toutes les contre-cultures amènent la grande distribution, amènent le marketing, amènent ce que l'on est en train de vivre maintenant. Mais c'est vrai que les pionniers, en général, sont les derniers et ne récupèrent jamais ce qu'ils ont installé. Je m'aperçois qu'on n'a pas parlé du livre que tu avais ramené et je pense que ça peut être une conclusion cool pour tous ceux qui ont envie de s'intéresser à cet univers. C'est un livre qui s'appelle Made for Skate et qui en fait parle exactement de ce qu'on vient de discuter et qui va vraiment en profondeur.
en explorant le rapport de la chaussure avec le skateboard, toutes les marques qui ont fait partie de cette histoire, tous les acteurs connus et moins connus, les anecdotes, et c'est véritablement une bible qui met en lumière toute cette histoire et comment on en est arrivé là, et à travers quelles époques et quels ont été les influenceurs et les joueurs, quoi, les players. Un petit bout d'histoire là pour tous ceux que ça intéresse, du coup, si jamais vous voulez vous renseigner sur et aller même un peu plus en profondeur sur tout ce qu'on a raconté. Merci Eric en tout cas d'être venu, c'était vraiment très très cool de t'avoir. J'étais enchanté très heureux d'avoir pu discuter de vous rejoindre. Avec toi. Et tu reviens quand tu veux, s'il y a de l'actu, si tu sors une nouvelle paire de babouches de luxe, tu peux venir nous la présenter ici. On a parlé de Crocs, pourquoi on ne parlerait pas de babouches de luxe? Et merci encore une fois d'être venu discuter avec nous. On se retrouve jeudi prochain, il y aura Sega avec nous, a priori, jeudi prochain, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri qui nous plante au dernier moment. En tout cas, n'hésitez pas à commenter une fois de plus si vous voulez proposer des thématiques, s'il y a des trucs qui vous intéressent qu'on n'a pas encore abordés, faites-le, balancez-nous des commentaires, n'hésitez pas et allez envoyer une fois de plus quelques petites aubergines à Sega, ça lui fera le plus grand maraîcher. Et bien, exactement, notre maraîcher. On l'appelle le maraîcher maintenant à partir de la semaine prochaine? On va faire ça, très bien. Les résultats. Bon, merci à tous en tout cas. Des bisous, à jeudi prochain, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.